Les semaines se suivent et se ressemblent. La polémique sur les super profits ne retombe pas, bien au contraire. On vous rappelle, et vous le savez, la NUPES et le RN y sont favorables. Le gouvernement leur répond niet pour le moment. Pourtant, vous allez le voir, taxer ces super profits, c'est moins facile qu'il n'y paraît. Bonjour Marc. Bonjour David. Marc Vignol, journaliste au Point. Merci d'être là. On a compris que Bruno Le Maire, c'était au MEDEF, fermait carrément la porte. Et il disait même, affirmer, je ne sais pas si il faut le prendre au sérieux, ou il fait semblant, ne pas savoir ce qu'est un super profit. On peut peut-être lui expliquer, le super profit, c'est quand même pas compliqué. C'est un profit qui est, on va dire, qui est excessif parce qu'il est lié à des conditions, on va dire, de marché exceptionnelles. Quand une boîte fait 3 fois son bénéfice ou 4 fois son bénéfice normal de l'année sur l'autre, juste parce que le cours du matière première a augmenté, voilà, c'est un profit qui est exceptionnel, qui est peut-être hors norme. C'est pas compliqué à comprendre. Alors, Il fait semblant, non? Bruno Le Maire, il a fait une boutade pour essayer de dire moi, je vois pas comment on fait pour taxer les super profits, puisqu'ils disent à Bercy, c'est compliqué, on a fait des réunions. Qu'est-ce qu'on définit comme un super profit? Rapidement, si on met le doigt dans l'engrenage, en fait, on peut viser beaucoup d'entreprises, même des entreprises qui peuvent avoir eu de bonnes raisons d'augmenter leurs profits. Donc, il trouve que le périmètre n'est pas facile à définir, que j'ai des sources à Bercy, moi, qui me disent, bah voilà, quand on parle du débat sur les super profits, finalement, est-ce qu'on vise une autre entreprise que Total? Parce qu'en fait, il y a... C'est vrai qu'on pense tous, pardon, à Total Energy, on pense à CMA-CGM, l'armateur français, troisième Voilà, acteur alors mondial. J'ai vu les chiffres, c'est vrai que c'est 15 milliards de dollars sur 6 mois de profit quand même. Hein. Voilà, c'est énorme. C'est beaucoup plus important qu'en 2021, qui était déjà une année record. Mais alors CMA-CGM, pardon, c'est une entreprise qui a longtemps été quand même en difficulté, qui risquait même un moment se demander si elle ne pouvait pas passer sous un autre pavillon. Donc elle a des concurrents très importants. Il faut renouveler la flotte pour transporter les porte-conteneurs, pour qu'elle soit plus écologique. Donc il y a un enjeu d'investissement extrêmement fort. Donc on pourrait se dire, est-ce que cette entreprise n'a pas besoin justement d'engranger des profits pour pouvoir assurer son avenir et faire face aux enjeux écologiques qu'elle a dans l'avenir? J'ai interrogé un économiste comme Philippe Martin, qui était président du Conseil d'analyse économique, qui disait, bah, moi je suis favorable à une taxe sur les super profits, mais par exemple, mais surtout dans le secteur de l'énergie. Moi par exemple, CMA, CGM, j'estime qu'ils ont beaucoup d'investissements à réaliser et que donc ça ne serait pas forcément possible. Et du coup, si on fait la liste des entreprises comme ça qui pourraient être concernées, il y a toujours des arguments qui peuvent plaider en faveur d'une non-taxation. Par exemple, Engie, où est-ce qu'ils font leurs profits? Engie, en fait, c'est une entreprise de distribution du gaz. Donc, ils achètent aussi leur gaz plus cher, ils le revendent plus cher. Alors, ils font des profits, par exemple, en Belgique, Oui, apparemment, sur leur centrale nucléaire, où là, ils ont des coûts de production qui sont moins chers, évidemment, que les prix du marché qui ont explosé. Et donc là, ils font du profit. Mais ce profit-là, il est déjà taxé en Belgique. Donc, est-ce qu'on va aller taxer du profit que réalise Engie, par exemple, en Belgique? Alors, il faut voir au cas par cas, entreprise par entreprise, est-ce qu'il n'y a pas du trading sur les prix du gaz qui leur permet de faire du profit qui pourrait être taxé en France? Mais en tout cas, un des arguments principaux de Bercy, c'est de dire quand on taxe un super profit, on peut ne taxer ce super profit que s'il est réalisé en France. Et là, en fait, on s'aperçoit qu'il y a beaucoup d'entreprises qui réalisent des profits à l'étranger où ils sont déjà taxés. Et il y a un principe de fiscalité internationale qui est de dire quand un pays a déjà taxé un profit, on ne va pas aller, nous, la France, sous prétexte qu'il y a le siège social en Il n'y a France, pas de double imposition. taxer ce super profit. Donc, C'est une règle de fiscalité internationale, pas de... Alors à Bercy, ils sont très affirmatifs, il faut vérifier ce point-là. Mais effectivement, si on se met à taxer que les profits réalisés en France, donc là, la base fiscale est tout de suite beaucoup plus restreinte. Et effectivement, on se dit, bon, bah voilà, ceux qui veulent taxer les super profits, est-ce qu'on fait une taxe très générale? Il y a des gens parmi la NUPES qui sont favorables à une taxe très générale. Et à ce moment-là, bah, l'argument, c'est de dire, bah, c'est pas conforme à la politique d'Emmanuel Macron qui a baissé les impôts sur les entreprises, on donnerait un mauvais signal, on signalerait C'est ce que dit le gouvernement, PME, ça. voilà, ça c'est l'argumentaire du gouvernement, c'est de dire, on signalerait aux PME qu'on est en train de renverser notre politique et quelles seront les prochaines sur la liste, etc. Et si on met le doigt dans l'engrenage, ça ne sera jamais assez pour la NUPES et donc il faudra élargir un maximum. Et effectivement, si on commence à cerner beaucoup plus, faire une taxe sur les profits énergétiques, bah, on se demande quelles sont, à part Total, finalement, enfin comme un symbole, les autres entreprises qu'on peut taxer. CMA-CGM, on a dit Engie, non. Il reste EDF.
Il reste Est-ce qu'on peut EDF, mais estimer finalement, qu'EDF réalise des super profits ou pas? eh ben, non, pas vraiment, puisque EDF, justement, le gouvernement Ouais. l'a obligé à vendre l'électricité nucléaire, un volume de son électricité nucléaire qui est produite à un prix beaucoup moins important, à le vendre aux opérateurs alternatifs pour qu'ils puissent continuer à fournir leurs clients et en bloquant les prix d'électricité. Donc en fait, tous les super profits qu'aurait pu engranger d'ailleurs EDF et qui auraient peut-être été utiles d'ailleurs pour face au mur d'investissement, faire face au mur C'est d'investissement. 8 milliards en plus, je pense. Voilà. Alors, il n'y a pas. Non, oui, alors il y a plusieurs fois ce chiffre de 8 milliards. Ouais. Donc, EDF ne réalise pas vraiment de super profit, puisqu'on lui a demandé, au contraire, il a été obligé de racheter de l'électricité plus chère sur les marchés pour en donner aux opérateurs alternatifs, puisque par ailleurs, ces centrales ont des problèmes de corrosion et qu'elles sont à l'arrêt. Donc, EDF n'a pas fait de super profit. Bon, c'est une entreprise publique. Mais ce qu'il faut voir en France, c'est qu'il y a aussi les opérateurs qui font de l'électricité à partir d'énergies renouvelables. Oui, Et éolien, solaire. il se trouve que l'État, il y a quelques années, a garanti à ces opérateurs de pouvoir vendre à un certain prix quand leur coût de production était supérieur au prix du marché de l'électricité. Pour les aider à se lancer. Et donc, ils ont mis dans les contrats que le jour où le coût de production baisserait sous le prix du marché, l'État se rembourserait en quelque sorte. Et il y a eu un jackpot en milliards d'euros d'ailleurs. Et donc, en fait, c'est vrai que Bercy a beau jeu de dire, mais attendez, nous, la taxe que propose, parce qu'au niveau européen, une proposition de la Commission européenne, justement, pour que tous les opérateurs qui arrivent à produire de l'électricité moins chère qu'au prix du marché, parce que vous savez que l'électricité, elle est en partie au niveau européen, elle est en partie indexée sur la dernière centrale qu'on appelle dans le système pour produire de l'électricité. Quand c'est une centrale à gaz dont le coût a explosé, eh bien, l'électricité vaut beaucoup plus cher. Mais il y a des producteurs qui produisent à partir de panneaux solaires, à partir d'énergie éolienne, et donc ils ont des coûts bien inférieurs. Donc eux, ils font des super profits. Eh bien, en France, ces super profits, en fait, ils sont déjà en quelque sorte récupérés par l'État. Et donc cette manne-là est de 8 milliards d'euros selon Bercy et la Cour des comptes d'ailleurs. Donc ce que fait l'Allemagne, ce que Berlin vient d'annoncer, à savoir ce prélèvement qui s'appelle sur les bénéfices induits des opérateurs énergétiques, nous on le fait déjà indirectement. Voilà, on le fait déjà indirectement. Alors la question que pose la Commission européenne, et celle-là ça peut être un peu plus délicat politiquement pour Emmanuel Macron, c'est est-ce qu'il faut taxer ou en tout cas prélever un peu d'argent sur les profits par exemple des pétroliers. Là pour le coup les pétroliers qui se font de l'argent sur une base nationale. Qui ont tiré le gros lot en fait. Mais sur une base nationale. Et bah, toute la question justement, j'ai appelé au ministère de l'énergie, enfin j'ai discuté avec des gens au ministère de l'énergie et là toute la question c'est de savoir les détails de la proposition de la Commission européenne. Est-ce qu'on va les journalistes posaient la question, est-ce qu'on va taxer le profit réalisé par Total à l'étranger? Est-ce que ça inclut des entreprises comme Total qui font de la distribution en Europe, mais qui réalisent du profit dans d'autres pays, là où ils extraient le pétrole? Ou est-ce que ça va être juste le profit réalisé par les entreprises en Europe? Et donc là, le périmètre, il est beaucoup plus restreint. Donc, il va falloir voir quelle est la proposition de la Commission européenne. Pour Emmanuel Macron, ça peut être une porte de sortie, parce que évidemment, si tous les pays européens le font, et si du coup ça stigmatise moins la France du point de vue des investisseurs, qui sera encore le pays à mettre une... Enfin, pardon, mais le Royaume-Uni fait quelque chose, l'Italie, l'Espagne, maintenant l'Allemagne. Oui, du point de vue du gouvernement qui tient à sa politique fiscale, etc. Alors le Royaume-Uni, c'est un peu particulier, parce qu'il y a des entreprises qui extraient du pétrole dans la mer du Nord. Donc eux, pour le coup, ils font des super profits au Royaume-Uni. Donc on peut considérer que c'est normal de les taxer. En Espagne, il n'y a pas le mécanisme sur les énergies renouvelables dont je vous ai parlé. Donc les producteurs d'électricité qui produisent à partir d'énergies renouvelables, effectivement, là, on a laissé la facture exploser, donc ils font des super profits, et donc l'État espagnol est quand même assez fondé à dire je vais en récupérer une partie pour financer des aides aux ménages modestes, etc., et les plus impactés ou aux entreprises les plus impactées par la hausse des prix de l'électricité. Donc c'est un sujet plus complexe qu'il n'en a l'air en apparence, et même si on taxait sur une base française, encore une fois, les recettes ne seraient pas en milliards d'euros, quoi. Alors on ne sait pas exactement, il faut regarder les périmètres, il faudra voir quelles sont les entreprises retenues, est-ce qu'on peut taxer un peu Engie, est-ce qu'on peut... Voilà. Mais l'essentiel en fait du débat,
c'est en fait le symbole de Total Energy qui effectivement a attiré le gros lot, c'est éventuellement CMA, CGM. Et pour sortir de ce piège politique un peu pour Emmanuel Macron, ben, ça tombe bien puisqu'il y a une mission flash qui a été réclamée c'est quoi par ça, la une mission commission flash? C'est la finances commission de des... l'Assemblée nationale. Ouais. C'est quoi une mission flash? Donc une mission flash, c'est une mission qui peut être faite, enfin dirigée par la commission des finances de l'Assemblée, certains députés. Et donc là, il y a un co-rapporteur LFI, puisque vous savez que la présidence de la commission des finances est dirigée par quelqu'un de la France Insoumise. Et donc, il y a Manuel Bompard du côté de la France Insoumise et David Amiel du côté des macronistes pour essayer de déterminer, de mettre un peu au clair toutes les données du débat, de savoir quelle est la base fiscale taxable. La conclusion, c'est pour quand? Et c'est pour à peu près mi-septembre, je crois. C'était pas encore tout à fait arbitré. Et donc, évidemment, du côté macroniste, on veut essayer de remettre les choses à leur place et de dire que la base taxable n'est pas si énorme, et pour les raisons que je viens de vous expliquer. Et évidemment, du côté de la LFI, on va essayer d'élargir au maximum le périmètre et de dire que c'est légitime, que beaucoup d'entreprises participent, que beaucoup d'entreprises ont enregistré des profits plus importants que d'habitude. Et donc, de voir comment on peut les taxer, on peut leur faire confiance pour trouver des mécanismes juridiques s'ils existent pour arriver Donc à... le débat n'est pas clos, loin de là. En attendant, qu'est-ce qu'on lit dans le point de cette semaine? On va voir la couverture. En économie, il y a quoi? Alors, il y a une interview notamment de Jacques Delarosière, qui est un ancien banquier central, il y a assez longtemps. Il a 92 ans, c'est un peu un sage, si on veut. Il est toujours bon pied, bon oeil, et il travaille toujours un petit peu à un bureau à BNP Paribas. Et donc, lui, il considère que les banquiers centraux sont responsables, en quelque sorte, du retour de l'inflation, qui n'ont pas assez mené de politique un peu contracyclique quand il le fallait, ils se sont laissés aller à la création monétaire et que tôt ou tard, la création monétaire, dans certaines circonstances, ça déclenche le retour de l'inflation. Et donc lui, il pense que les banques centrales, pour retrouver un peu de crédibilité, donc une option, c'est de resserrer très très vite leur politique monétaire, voire de faire une cure un peu comme Paul Volcker l'avait fait à la tête de la Fed au début des années 80. Et donc ça serait évidemment très douloureux pour la croissance européenne, mais est-ce qu'on a le choix? Lui dit que pas vraiment. Évidemment, ce n'est pas un point de vue qui est c'est pas le point de vue qui est le plus partagé en ce moment parmi les spécialistes de la politique monétaire. Bon, Jacques Delarosière qui sera sur ce plateau aussi dans quelques jours pour nous parler de ce livre. Merci en tout cas beaucoup. Merci Marc Vignot, Merci, donc David. journaliste au Point. Salut, bye.